J'avais remarqué l'appel du colloque quand il était passé, et la première réaction que j'ai eue vis-à-vis de cet appel-là, ça a été évidemment, comme tout bon jeune professeur, de relever des vices méthodologiques. C'est un grand problème qu'on a, nous les jeunes profs. On essaie de se penser un peu plus méthodologique que tout le monde. C'est la seule façon qu'on a d'avoir une prise sur la recherche d'autrui. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi ai-je tiqué sur certains vices méthodologiques et en quoi est-ce que ça serait porteur de pouvoir venir en parler puisqu'on m'y invite? L'idée est évidemment pas de faire des leçons à personne, mais d'arriver ici avec ma subjectivité de chercheur-créateur. J'insiste sur la notion de chercheur-créateur parce qu'encore, très souvent, on a du mal à la définir et on a tendance à loger la recherche d'un côté et la création de l'autre, alors que pour moi, tout cela n'est qu'une seule et même chose. Ce n'est pas encore complètement compris ni à l'UQAM ni à l'UDM, selon moi, et ça ne sera jamais entièrement compris non plus parce que c'est toujours quelque chose qui est à venir, qui est à faire. En soi, c'est une très bonne chose. C'est toujours dans la potentialité. Mais gérer de la potentialité, ça peut être un joli problème, d'où l'intérêt pour la méthodologie. Je commence déjà à faire des élites, puis ça va très mal, mon affaire. En gros, j'ai relevé deux éléments qui m'ont un peu pincé l'oreille en lisant. Oui, je lis toujours avec mes oreilles, vous allez remarquer, j'ai des problèmes de connexion parfois. Il y avait une proposition d'une redéfinition du concept de littérature qui me semblait très intéressante parce qu'elle donnait prise sur plusieurs aspects, sur plusieurs problèmes qui sont très riches. Il y avait aussi une opposition binaire d'un milieu qu'on aurait qualifié marginal de la poésie, d'un milieu officiel. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Mais tout d'abord, je dois présenter un peu comment je fais ma cuisine. Je vois quelques-uns de mes anciens étudiants, je m'excuse, vous connaissez un peu ma cuisine, vous y avez déjà goûté, ou les gens qui ont lu Processus Agora, je vous demande pardon. Non, je vous demande pardon d'avance, peut-être que je vais répéter certaines choses, mais j'ai développé, pour avoir une démarche de recherche-création qui est cohérente, une approche que j'ai appelée bioculturelle, un terme que j'ai emprunté à d'autres. En gros, bioculturel, ça veut dire un élément très simple, ça veut dire que la culture est autant influencée par la biologie que la biologie est influencée par la culture. Je vous épargne toute la recherche neuroscientifique et anthropologique qu'il y a derrière, mais c'est une posture qui, à mon avis, est tout à fait défendable et qui prend racine un peu dans les théories de l'évolution et tout ce qu'on a connu par la suite. Le désir de mettre de l'avant cette posture bioculturelle, cette approche bioculturelle, vient d'abord et avant tout d'un intérêt que j'ai pour l'ici maintenant. Je suis un créateur, je m'intéresse à mon temps présent et le temps présent, en général, on le conceptualise avec des éléments qui sont instables. C'est évident qu'ici, quiconque est dans une université a été mis au courant des théories structuralistes, post-structuralistes, qui sont fort intéressantes, fort agréables, et que je ne rejette pas du tout. Mais l'ici maintenant peut peut-être se penser avec d'autres outils conceptuels, d'autres notions, qui sont parfois même plus anciennes et qui ont été rejetées. Donc l'idée d'une approche bioculturelle, c'est surtout pour moi d'essayer d'aller dans une cohérence épistémologique qui mène à une méthodologie qui s'applique sur le terrain de la création et de la recherche. En gros, qu'est-ce qui marquerait les grandes lignes, disons, d'une approche bioculturelle? On est dans une question de continuité. On est dans ce que William James pouvait appeler une logique des flux. On n'est pas dans un univers de la disruption, on est dans un univers de la continuité. Dit comme ça, mais ça ressemble à aller de soi. On n'est pas discontinu avec l'environnement, on n'est pas discontinu avec l'oxygène qu'on respire, je ne suis pas discontinu avec ma propre corporéité. Nous sommes continus, nous partageons un même espace, nous respirons le même air présentement. Dit comme ça semble être tout à fait inoffensif. Lorsqu'on se remet à penser sur les méthodologies et les rapports de mise en fiction et de mise en récit de l'histoire, parfois ça pose problème parce qu'on aime bien segmenter l'histoire, on aime bien rendre l'histoire contenue dans certaines petites particules, dans certaines ruptures, pour les rendre intelligibles. Pourquoi? Parce qu'un récit a besoin d'un certain début, d'un certain milieu et d'une certaine fin. Bioculturel, ça veut dire que la problématique corps-esprit n'en est plus une. C'est un matérialisme philosophique assumé. Le corps est un esprit, l'esprit est un corps. Tant mieux ou tant pis. On peut être d'accord, on peut être en désaccord. Je ne suis pas là ici pour vendre ma salade ou quoi que ce soit. Je vous explique un peu à quoi s'alimente la subjectivité qui alimente, elle, la critique que je vais faire. Aussi, élément important dans le bioculturel, le langage n'est pas une finalité. Le langage est un outil. Le langage est quelque chose dont on s'est doté, et le langage ne coïncide pas avec la pensée.
Tout au mieux, le langage court après la pensée, un peu comme un chien courrait après sa queue. Parfois, il l'attrape, mais le plus souvent possible, il la mord assez sauvagement et la brutalise. Je résume ici vraiment très rapidement. Ma communication, ou ma conférence, parce que tu n'as pas donné le titre, très cher oui, baron. Désolé. Je t'enlève des points, là. Non, mais ça va, mais je pense que je suis capable de lire quand même. Mais, non, mais tiens, vas-y. C'est en gros ici. C'est en gros ici. Oui. Ce qu'il en reste, ce qu'il en restera, 2 points, de l'expérience et du problème de la mémoire. Pas de points. Merci. On fait une bonne équipe, lui et moi. Oui. La question d'expérience est assez centrale. Elle était aussi dans l'appel du colloque. Et la question d'expérience est une question qu'on utilise beaucoup et qu'on définit très peu. Si j'utilise la logique des flux de William James pour alimenter un peu le filon bioculturel et l'ancrer dans d'autres, disons, traditions philosophiques que ce que nous connaissons, avec lesquelles nous travaillons normalement, c'est aussi pour remonter à John Dewey, qui est un très grand philosophe des questions de l'expérience. Pour résumer, Dewey disait de l'expérience, et là je résume sa pensée à l'extrême, et je cite, « L'expérience est tout autant une expérience de la nature qu'une expérience dans la nature. On ne fait pas l'expérience de l'expérience, mais de la nature. » Donc je vous demande de mettre ça dans votre tiroir de la mémoire, et vous le ressortirez au moment propice. Donc, voici comment je fais ma cuisine. Maintenant, cuisinons un peu. Tout d'abord, nous sommes en 2017, nous parlons de poésie au Québec, nous parlons de littérature québécoise, concept assez récent. Concept de littérature québécoise qui est apparu dans un manifeste de parti pris en 1965 pour une littérature québécoise, qui auparavant parlait de littérature canadienne-française. Donc déjà là, on est dans quelque chose qui a évolué, qui a changé de nom. Comment pouvons-nous penser la théorie québécoise en poésie? Peu de textes longs ou porteurs existent. Très souvent, nous allons penser la poésie québécoise avec ce que j'appelle de la théorie d'importation. Il n'y a rien de mal. La théorie circule, on a une forme d'universalisme dans la pensée théorique qui s'est développée au cours du structuralisme et du post-structuralisme, qui n'est pas si universel que ça si on regarde vraiment là où elle a fleuri et là où elle a fané. Mais qui, chez nous, semble avoir une forme d'autorité très puissante, très dominante, facilement dominante. Et là, ce n'est pas un rejet complet des choses encore là, c'est simplement d'apporter quelques nuances. Est-ce que la théorie de la poésie française peut correspondre facilement à la réalité de la poésie québécoise? Plus ou moins. Si on porte attention à ce qui s'est passé en France depuis le surréalisme, il est apparu un mouvement qui s'est appelé Tel Quel, qui était cristallisé autour d'une revue et dont on vante souvent la poésie, alors que la poésie chez Tel Quel, c'était essentiellement 2 auteurs. C'était Denis Roche et Marcellin Plenay. Il y en avait d'autres, mais principalement, c'était les auteurs de poésie. Tel Quel en avait très peu à faire pour la poésie, il en avait beaucoup à faire pour la théorie. Mais Tel Quel a beaucoup marqué l'imaginaire théorique parce que la théorie qui pensait la littérature s'est pensée dans Tel Quel et a donc permis un peu à cette poésie-là de faire surface d'une manière extrêmement puissante. Et dans Tel Quel, il y avait entre autres un immense rejet, entre autres, de Sartre et de l'engagement, mais aussi du surréalisme et de l'attitude papale de Breton. L'histoire de la poésie française récente est formée beaucoup dans la rupture. Par la suite, on a vu l'apparition de ce qu'on appelait les néolyriques, et certains formalismes à la française qui ont continué de fleurir. On a eu les gens du côté de POL et les gens du côté des néolyriques. Et tout ça s'est passé dans une forme de querelle semi-stérile qui se poursuit encore, qui a toujours cours sans nécessairement avoir cours. Mathieu Arsenault en parlait d'ailleurs plutôt bien dans le lyrisme à l'époque de son retour en faisant une analyse du lyrisme, et je vous inviterai à lire également la thèse de Michael Trahan, le jour où elle sera disponible, qui abordait ce sujet, tout récemment déposé. Est-ce qu'au Québec, la situation est similaire? Au Québec, nous n'avons pas opéré de rupture avec le surréalisme. Bien au contraire, la Révolution tranquille apparaît dans une revendication surréaliste qu'ont fait les automatistes avec Refus global. Donc, nous avons digéré, nous avons remâché le surréalisme. On peut dire, oui, mais le formalisme québécois qui est apparu dans la Barre du jour, qui est apparu dans les Herbes rouges, a opéré un certain rejet. Oui et non. Ils ont rejeté peut-être certaines méthodes surréalistes, mais absolument pas le recours à l'image comme finalité. Et encore là, on peut dire que le formalisme québécois est un rejet du lyrisme. Oui et non. Il y a du lyrisme chez Gued Gaulin. Les premiers textes
où André Roy arrive un peu à sortir de la forme pour la forme, commence dans Les Passions du samedi, et c'est une première forme de lyrisme qui arrive. Le Québec n'a pas géré de rupture nette. Il n'y a pas eu d'interruption brutale entre différentes factures, entre différentes manières de penser le poème. Donc déjà là, ici, nous sommes dans quelque chose d'un peu différent. Au Québec, on ressent peut-être un peu moins le besoin de, pardonnez le freudisme, mais de tuer le père. Et non pas parce que je suis un père moi-même et moi qui balance entre deux âges, je tente de sauver ma peau présentement. Mais au Québec, on a moins tendance à tuer le père parce que peut-être que nous n'avons tout simplement pas la force du nombre de nous ignorer mutuellement et de former des clans étanches, ou tout simplement parce que ce n'est pas une manière intéressante pour penser la poésie qui se repense constamment. Un exemple de pères qui ont très bien survécu, les Herbes Rouges ont eu une maison d'édition, une collection, pardon, aux éditions de l'Aurore en 74-75, qui était la collection Lecture en vélocipède, qui a duré 2 ans. Problème, c'est tombé. Ensuite, la maison d'édition Les Herbes Rouges a été fondée, non pas la revue, mais l'édition, en 77. Parmi les actionnaires des Herbes Rouges en 77, il y avait Gaston Miron. Mais les Herbes Rouges, et les poètes des Herbes Rouges se sont construits avec une identité très forte, en opposition par rapport aux poètes du pays. On passe de la femme pays, bon, je ne reviendrai pas sur le vieux cliché, au corps sexué et au corps désirant et au corps, mon Dieu, avec toutes ces fonctions possibles chez Normand de Bellefeuille. Je peux citer le caca, le lisible, entre autres, chez de Bellefeuille, qui est quand même un texte plutôt intéressant à lire. Donc, nous ne sommes pas dans un meurtre des pères, peut-être un peu symboliquement, mais jamais concrètement. Et là, c'est là que s'opère la différence entre le chercheur strict du praticien. Je suis davantage un praticien qu'un chercheur. Et le praticien s'intéresse à ce qui se passe davantage sur le terrain que dans la théorie du terrain. Et le problème, très souvent, qu'on va avoir avec les traditions philosophiques ou théoriques, c'est une inadéquation entre le concept et la réalité du terrain. Une adéquation parfaite est impossible, mais je préfère essayer de la viser plutôt que de la rejeter d'emblée. Donc, au Québec, la conversation n'a jamais été vraiment rompue. L'imaginaire d'un centre a toujours été là. Historiquement, on le reconstitue constamment. Il n'y avait pas que des poètes du pays dans les années 60. Il n'y avait pas que des formalistes entre 65 et 75. Il n'y avait pas que des lyriques ou des intimistes dans les années 80. Il y a toujours une multiplicité. La lecture que nous en faisons pour des raisons de lisibilité doit exclure. Mais en tant que praticiens, nous ne sommes pas, je crois, des historiens à la base. Le but d'un créateur, d'un penseur qui agit par la création plutôt que par la création d'une histoire, qui est une forme de création aussi, je ne suis pas dans un rejet de l'histoire ici, mais juste dans un calibrage des pratiques. Le but du créateur, ce n'est pas d'agir en historien, ce n'est pas de catégoriser, qui nécessite forcément une forme de réduction, et encore moins de classer, qui implique forcément une forme de banalisation aussi ou de rejet. Le but du créateur, c'est essentiellement d'avancer, de chercher de nouvelles formes, de foutre le bordel de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en écrivant. Là-dessus, Baron est très bon, je crois. Pour foutre le bordel et pour écrire, d'ailleurs. Merci. Les modes d'énonciation, on les connaît, on les voit. Elles reviennent de manière cyclique. Est-ce qu'il y a des liens à réaliser? Et là, c'est dans la catégorie sujet de recherche potentielle. Est-ce qu'il y a des liens à réaliser entre les oppositions entre les exotistes et les terroiristes et ce qu'on pourrait mettre ici dans un rapport entre la poésie de l'intime actuelle, de la vérité, qui se réclame d'une vérité, et d'une poésie qui se réclame plus imaginative, plus dans le texte? Probablement. Il y a beaucoup d'enjeux qui se recoupent. Il y a une très grande circularité, il y a un très grand cycle, qui n'est pas dans une redite, mais dans un recyclage constant des pratiques. Et je suis persuadé que si on reculait au 19e siècle, on verrait et on identifierait d'autres éléments avec d'autres marqueurs historiques dans les textes. Les tensions sont relativement toujours les mêmes. Elles se précisent, elles se qualifient différemment, mais du côté de la pratique, et j'insiste sur la notion de pratique, dans l'incarnation du texte sur la page ou sur l'écran, ces questions-là reviennent de manière cyclique, souvent dans une même syntaxe. Donc, la question que je pose un peu dans mon titre, c'est quelle mémoire pour la poésie québécoise actuelle? Nous en avons déjà des mémoires, nous avons déjà des textes qui font état. On tuait Saint-Denis Garneau, par exemple, dans les années 60 pour le ressusciter dans les années 80. Jusqu'à maintenant, la santé de Saint-Denis Garneau est plutôt bonne, malgré sa mort.
certains auteurs tombent dans un oubli technique, ils reviennent et sont graciés par un regard historique renouvelé. C'est le mandat des études littéraires, c'est le mandat de l'histoire littéraire de donner des éclairages nouveaux. Est-ce qu'en tant que praticien, nous avons un contrat de clarté ou de précision vis-à-vis ces pratiques? Non. Nous pouvons être de très mauvais lecteurs de l'histoire littéraire. Nous pouvons être de très bons lecteurs de l'histoire littéraire, nous pouvons en parler, nous pouvons l'exclure. Mais ça soulève quand même un problème important et qui, moi, m'inquiète. Dans quelle mesure sommes-nous aptes à savoir dans quelle conversation on s'engage dans une pratique contemporaine? Que savons-nous réellement de notre poésie en tant que praticien? Quelle est la perspective pratique? Comment s'est pensée la pratique? Il y a des pistes théoriques. Il y a des historiens qui se sont penchés sur la chose. On le voit récemment, il y a une biographie sur Miron, une biographie sur Stanley Garneau. Est-ce que la biographie est une manière d'aller de façon plus souple vers un imaginaire de la création, vers une forme de théorisation de la création? Plus ou moins. Mais on est encore un peu pauvre sur le comment la poésie s'est pensée. Les textes existent, mais on n'en parle peu. Donc, quelle mémoire? Et la question de la mémoire se pose beaucoup, particulièrement avec la mise en valeur, toujours je reviens à l'appel du colloque, de toutes ces œuvres allographiques en poésie. Donc, est-ce que je dois préciser la notion d'allographique versus autographique? Vous êtes, voilà, merveilleux. Donc, revenons sur les concepts qui sont difficiles à importer. À chaque nouvelle décennie, encore là, toujours dans le fantasme de devoir tuer le père, on voit des gens qui décident de se saisir d'un concept et de dire que voici ce concept-là ne fonctionne plus, reconceptualisons, refaisons quelque chose. Avec le bioculturel, je fais un peu la même chose, mais à culpa. Celui qui ressortait beaucoup dans le texte, dans l'appel du colloque, c'était beaucoup la question qui, elle aussi, revient de manière totalement cyclique, qui est « qu'est-ce que la littérature ?» Moi, j'ai un parti pris très simple là-dessus, j'en ai aucune idée. Et je suis très heureux de ça. Ça me permet de remettre en question la chose constamment. J'en ai quand même une petite idée par contre. La prémisse bioculturelle, derrière tout ça, est assez simple. Si on n'est pas dans un imaginaire où on est toujours dans la rupture, nous sommes donc dans la continuité. Un théoricien de l'évolution qui s'appelait Stephen Jay Gould est arrivé avec une théorie qui s'appelle la théorie des équilibres ponctués, qui suggère que l'évolution se produit généralement par très grands bonds en avant. Mais ces très grands bonds en avant-là, ces grands pics qu'on voit dans des disparitions, des adaptations d'espèces, se produisent dans une durée historique beaucoup plus longue. C'est très rapide aux yeux de l'histoire de l'évolution de la vie, mais sur le terrain du vivant, c'est très lent. Nous avons l'habitude que les ruptures s'opèrent de manière brutale. Je doute que ce soit le cas pour les gens qui les opèrent. Les ruptures sont progressives. Elles sont dans une continuité constante. Ce qui fait qu'on peut arrêter à un moment donné, historiquement, qu'il y a eu rupture ici ou là, c'est parce qu'il y a un travail qui précédait et un travail qui a suivi. Et je crois que, d'après les visages que je vois ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement à l'intérieur de ces avant et après ces ruptures. Donc, on est toujours dans une réalité du terrain qui opère par glissement progressif. Non pas du plaisir, je ne citerai pas Rome Grier, oups, c'est fait. Donc, à la question « qu'est-ce que la littérature ?» ce qui selon moi est éternel, on peut revenir à la vision bien négative de Blanchot qui suggérait dans le livre à venir que la littérature, et je cite, « que la littérature va vers elle-même, vers son essence qui est la disparition ». J'ai toujours pris ça comme la théorie du verre à moitié vide. De l'autre côté, dans la catégorie biologique et locale, René Lapierre, dans l'Atelier vide, en opposition totale et volontaire à Blanchot, affirmait que la littérature, je cite encore, la littérature ne va pas vers elle-même, mais vers ce qu'elle n'est pas. Un peu plus sympathique, mais encore là, on peut dire que c'est la théorie du verre à demi plein. Ce qui est intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le concept reste dynamique. Il évolue progressivement vers une fin ou une autre. Chez Blanchot, il va se déliter. Chez Lapierre, il se cherche. La littérature est vue ici en tant que concept comme une fonction, comme un véhicule qui permet d'aller vers une forme de finalité qui est plus ou moins arrêtée. À vos souhaits.
Chez Lionel Ruffel, qui était cité dans l'appel du colloque, la littérature n'est pas tant un concept fonctionnel qu'une manière de qualifier une production culturelle donnée. Dans son essai Brouhaha de 2016, tout récent, il tente de faire passer l'imaginaire de la grande littérature à un imaginaire de la publication. En qualifiant ainsi la littérature, il lui redonne une valeur politique que le structuralisme lui a complètement enlevée. Mais l'équivalence conceptuelle littérature-publication n'est pas ici tant une fonction qu'un allant vers quelque chose, une manière de l'aborder comme catégorie d'un certain contre-pouvoir. C'est une très bonne chose. Mais on n'est pas dans le même caractère opératoire du concept. À mon avis, ça pose quelques problèmes et ça ne touche pas toujours directement les littératures qui ne subissent pas un très grand poids de la grande littérature. Est-ce que la littérature, telle qu'on la conçoit au Québec, et si on prend son acte de naissance de littérature québécoise très, disons, directement en 65, c'est pas tout à fait le cas, évidemment, mais si on l'arrête à ce moment-là, est-ce que nous sommes devant une littérature dont l'histoire est lourde? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on subit vraiment le poids de cette littérature de la même manière qu'on peut subir le poids de la littérature française, qui remonte à beaucoup plus loin, et qui est considérée comme la grande œuvre et comme quelque chose de très important, précieux, qu'il faut vraiment faire ses belles lettres avant de pouvoir peut-être prétendre nommer. Nous y sommes sensibilisés, mais nous n'y sommes pas soumis. Il y avait une forme de décolonisation de la pensée dans la poésie du pays des années 60, et en s'accaparant le droit, en se donnant le droit de faire une littérature qui est la nôtre, on se donne le droit de la penser. Ce qui fait qu'à mon avis, plutôt que de subir le poids littéraire à l'heure actuelle, on a plutôt le privilège de se tenir sur les épaules de nos jeunes géants littéraires. Et ça, c'est un avantage net. On ne subit pas le poids de la littérature ici, nous la faisons. Nous avons un droit à l'écriture qui est beaucoup plus rapide. Nous avons un enseignement de la littérature dans les universités qui est ici depuis plus d'une génération. Oui, qu'est-ce qu'une génération? Je ne sais pas exactement. Plus de 20 ans. En France, ça commence. Ils commencent à peine à se poser des questions. 2012, les premiers programmes. Donc, on a un rapport très différent. Donc, est-ce que nous subissons le poids de la littérature? Pas tout à fait. L'équivalence conceptuelle aussi littérature-publication, à mon avis, n'est pas sans danger. Dans cette logique, elle perd un statut particulier et ne devient qu'un produit culturel parmi tant d'autres. Parce que la publication, c'est large. On peut publier des photos, on peut publier une chanson, on peut publier énormément d'actes de création. À terme, l'application très extrême de cette logique signerait peut-être la mort des études littéraires telles que nous les connaissons. Pourquoi? Parce qu'on tomberait à une forme de migration dans des cultural studies où le texte n'occuperait très souvent, à mon avis, qu'une place très marginale. Un exemple concret, il est apparu une émission littéraire en 2012-2013 à Radio-Canada, qui en a remplacé une autre, qui s'appelait « Plus on est de fou, plus on lit », qui à l'époque durait, je crois, 1 heure et était diffusée 1 fois par semaine. On ne parlait que de littérature. Il y avait en moyenne 1 ou 2 écrivains par émission, et on arrivait à couvrir quand même bien la littérature québécoise et internationale. Le roman, disons le roman. Quelques essais. L'émission s'est emballée. Dorénavant, c'est une quotidienne de 2 heures. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est maintenant une émission de Cultural Studies. On parle de tout et très peu de littérature. Et encore là, de quelle littérature parle-t-on? On va parler un peu du roman, mais pratiquement en s'excusant, préférant faire parler quelques écrivains et vedettes médiatiques sur le livre d'essais politiques d'un tel ou d'un tel. C'est souvent le sort qui se produit quand on migre d'un écosystème universitaire où nous mettons la littérature à l'abri et quand on migre dans la marée montante des cultural studies, qui n'est pas négatif. Les cultural studies, c'est très bien, mais est-ce qu'on doit enlever à la littérature son espace privilégié? Je crois que non. Pourquoi? Parce que la littérature, particulièrement du côté de la pratique, est probablement l'un des seuls arts de création, un mode de création où le médium correspond à son objet, à l'objet d'analyse. La matière et le langage, constamment. Nous écrivons avec le même objet qui nous permet d'analyser, mais aussi qui est un outil de communication qu'on s'est créé alors qu'on était des grands singes. Bon, nous sommes encore des grands singes, légèrement moins poilus, mais tout aussi étranges parfois. Et je ne parle pas de Trump.
Le singe orange est toujours inquiétant. Mais bref, passer de la littérature à l'acte de publication pour mieux ouvrir le concept historique de littérature à une somme d'œuvres allographiques de la manière que le fait Ruffel, et surtout une manière d'instrumentaliser politiquement le concept de littérature en France. Nous n'avons pas vraiment besoin de se battre contre le refoulé sartrien. Nous n'avons pas besoin de tuer les pères récents que seraient les structuralistes. Nous ne les avons pas subis de la même manière. Comme dirait McSween, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, dans ma pratique d'écriture, je vais revenir à cette subjectivité. Les compartiments, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'acte destiné à catégoriser ou à classer mon travail comme celui de mes contemporains, ça m'importe très peu. Ça n'entre pas dans la nécessité intrinsèque de ma pratique. Ça n'entre pas vraiment dedans parce qu'elle est d'emblée sous l'ordre du multiple. Baron le lisait, je travaille dans plusieurs genres, en plusieurs styles, et même à l'intérieur d'un roman ou d'un poème, je vais travailler la notion de multiplicité. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une méthodologie de la forme multiple, donc dialogique, une mise en œuvre systématique des doutes comme dynamique épistémologique, et d'une avancée toujours à tâtons en territoire ontologique sur la nature et les nécessités de la nature de ma pratique. Donc, on parle d'un questionnement qui est vertical, qui traverse l'ensemble de l'acte. Ça reste une philosophie de l'acte en mode mineur. Je ne prétends pas faire de la grande philosophie, je tends simplement à comprendre ce que je fais. Et, dans mon métier de professeur, essayer d'aider autrui à comprendre ce qu'ils font, non pas à travers ce que je sais de moi, mais ce qu'ils pourraient découvrir d'eux à travers leurs propres questions. Donc, la seule définition satisfaisante que j'ai trouvée jusqu'à maintenant de la littérature, et là, mes anciens étudiants vont dire « Ah, been there », c'est Roland Barthes qui l'a sorti de sa très jolie bouche à la lecture inaugurale de son séminaire au Collège de France. Quelqu'un l'a lu hier, j'imagine, c'est ça? Non? J'essaie de ne pas brûler mes scoops quand même, et je vais me prendre la voix de Barthes. Je cite, « Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. J'entends en effet par littérature non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. » Et à mon avis, ici, il y a une ouverture. Pourquoi? Parce que la littérature a la valeur de la trace d'un acte. Et l'acte, c'est notre unité à nous. Lorsque nous écrivons, nous commettons des actes. Lorsque nous pensons, nous sommes en acte. Je vous épargne mes lectures de philosophie de l'action, mais je pourrais parler longtemps. Donc, plutôt que d'élargir la définition du concept historique de littérature au risque d'en perdre la qualité des spécificités qu'il propose, pourquoi ne pas plutôt ouvrir un champ des possibles? Il y a presque 100 ans, Bakhtin, j'y reviens toujours, évoquait les pratiques de création verbale. Pas très sexy comme concept a priori, mais ça permet d'y loger essentiellement la littérature et potentiellement toutes ses manifestations allographiques. Pourquoi? Parce que derrière une manifestation allographique, derrière une œuvre allographique, il y a une pratique d'écriture. Mais la pratique d'écriture n'est pas la trace finale. Et encore plus drôle, ces manifestations allographiques font déjà le sujet d'études au Québec dans les départements de littérature. Théâtre, conte, performance, pratique de l'éditorialisation, photolittérature. Tous ces sujets-là sont admissibles parce que le concept de littérature, en tant que trace d'une pratique d'écriture, permet ces inclusions. Donc, devons-nous mettre à mal quelque chose qui nous protège un peu au sein d'une institution qui ne demande pas moins qu'à nous bouffer? Il faut œuvrer, délicatement, je dirais. Ce qui m'amène à la question de la séparation qu'on pourrait avoir entre un milieu plus marginal et un milieu plus officiel. Si on porte attention plus clairement à la notion de littérature comme Barthes la propose, il n'y a pas de mainstream ou d'underground. Il y a de l'acte, il y a du faire, il y a de l'écrire. C'est dans le processus de légitimation, et là je vois le PNG de Hugues Corriveau ici, c'est très drôle. Légitimation populaire et institutionnelle. Et c'est là que ça surgit. C'est comment est-ce qu'on va rendre tout ça légitime.
Mais encore là, du strict point de vue de l'écriture, j'insiste, il s'agit d'épiphénomènes. À moins de vouloir œuvrer de manière directement polémique vis-à-vis le milieu, il est plutôt rare qu'on ait à l'esprit, mais quelle sera la légitimation de mon texte? Si c'est le vrai qu'on cherche, on est très loin du vrai dans ce temps-là. On est dans la fabrication très claire. Je n'exclus pas la possibilité d'une littérature qui se fabrique de cette façon-là. Elle est possible. Elle est très souvent admissible, mais elle n'est pas que cela. Et encore là, comme je disais, nous ne sommes pas en France. Nous sommes peu. Nous sommes nombreux, mais nous sommes peu. L'avantage, c'est que nous sommes assez pour nous lire collectivement. Nous sommes assez pour pouvoir prendre le pouls de la multiplicité que nous composons. De savoir pourquoi un tel va vers une forme d'intimisme, pourquoi un tel va vers une forme de formalisme. On peut avoir un rejet catégorique en disant « Non, mais je ne vais pas dans cette direction-là », mais c'est très important d'avoir des repoussoirs littéraires. C'est très utile. Et c'est encore plus intéressant de pouvoir interagir avec quelqu'un qui œuvre de manière inverse. Pourquoi? Parce que très souvent, les inversions des pratiques mènent à une coïncidence des interrogations. Et nous avons cette force du petit nombre au Québec qui nous permet justement de devenir un incubateur constant de pratiques poétiques. Et on le voit d'une génération à l'autre, il y a des passations. Et si on y pense plus en détail, oui, il y a des poètes qui voyagent sur le bras de la princesse un peu partout, dans les grands festivals, pour ne pas être lus et ne pas signer de livres. Mais pour la plupart, nous sommes tous des poètes de terrain. Nous sommes tous des écrivains qui tentons tout simplement d'arriver au meilleur texte possible, à la meilleure manière de faire, à la manière d'aller très humblement vers notre poésie, peu importe ce que notre poésie peut signifier. En soi, il n'y a pas vraiment d'underground et d'officiel en poésie. La poésie est désespérément underground, au complet. Je peux en témoigner de façon très, très simple, très plate. J'ai fait paraître un livre de poésie à l'automne, Silence radio complet, je fais paraître un roman. Et c'est la folie, les médias en parlent, etc. On reçoit des courriels de ci, des gens nous écrivent sur Facebook. La poésie est très confidentielle, elle s'adresse à un petit milieu. La poésie est l'underground de la littérature. Doit-elle se penser en termes d'underground et d'officiel à l'intérieur même du milieu qu'elle est? Je crois pas, non. C'est pas la poésie que j'ai connue, en tout cas. Et là, je suis vraiment dans le témoignage, hein, j'assume parfaitement tout ça. J'ai souvenir de certaines finales du prix Nelligan plutôt récemment où Charles Dionne, à La Tournure, était finaliste. La Tournure était à son deuxième livre, je crois, ou son premier livre. On a eu Virginie Beauregard-Day aussi, qui est à l'Écrou, qui ne sont pas des maisons dites officielles, qui ne seraient pas des maisons dites mainstream, elles ne sont pas financées, ou elles le sont maintenant, je ne connais pas tous les détails, elles ne le sont pas. J'espère qu'elles le seront un jour. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une lutte politique importante derrière tout ça qu'il ne faut pas écarter. Il y a une limite à jouir, mais il y a une limite à jouir de l'underground et à se revendiquer comme d'une identité parce qu'il y a un risque de perte. Mais je vais revenir à tout ça plus tard. Donc, dès qu'on a une reconnaissance institutionnelle, nous sommes dans une université, nous parlons de ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de cassure entre un milieu qui n'est pas, disons, en surface et un milieu qui sera en surface. Tout ça circule. Les acteurs, les joueurs bougent entre eux et tout ça communique. Donc maintenant, il me reste 10 minutes. Je vais arriver sur la fameuse idée de mémoire et de l'expérience de l'œuvre. Quand on revient aux pratiques allographiques de la poésie, quelle mémoire pourrions-nous en avoir? Encore là, dans l'appel du colloque, on disait que depuis 2000, on avait une effervescence de lecture, beaucoup d'événements, que contredit un peu Mathieu Arsenault qui disait qu'avant 2006, il ne se passait rien. Je ne sais pas où est-ce qu'il prenait ces données. Moi, je faisais partie d'un certain rien entre 1995 et 2003, et c'était un rien assez bien occupé. Je me rappelle de lectures très arrosées avec les Los Guidounos, où on se retrouvait très, très sous à lire beaucoup de textes en même temps dans une cacophonie totale. Je me rappelle de performances qui n'étaient pas enregistrées, où il n'y avait pas de caméra dans la place, parce que prendre des photos à l'époque, ça prenait du film, une chambre noire, ou de l'argent, une fois qu'on avait pris la photo. Donc, il y a toujours eu des actions de lecture en poésie au Québec,
de ce que je sais. Des événements plus officiels, il y en a toujours eu aussi. Est-ce qu'il y a eu une accélération, un accroissement? Oui, il y en a eu, bien entendu. Mais je suis persuadé que si on va fouiller à la médiathèque Gaétan d'Hostie, vous allez mettre la main sur beaucoup, beaucoup d'archives tout croche. De vidéos en définition standard, en couleur très douteuse, avec une bande-son qui ressemble plus à du bruit blanc. Mais quelque part, vous risquez peut-être de voir Denis Vanier quelque part, sous dans un coin. Ça se peut. Le problème avec tout ça, c'est les œuvres allographiques, et j'ai rien contre les lectures, pas du tout. Le problème, c'est l'analyse que nous pouvons en faire une fois que l'expérience réelle est passée. Faire l'expérience d'une lecture de Baron, je vais te prendre à témoin, ce n'est pas l'équivalent d'entendre l'enregistrement d'une lecture de Baron. Lorsque j'entends l'enregistrement, je fais l'expérience de la captation, avec tout ce qu'elle a de plus, les petits postillons dans le micro, les petits poup qu'on va faire des fois, les feuilles qui vont tomber, peu importe. Nous ne sommes pas dans nous n'avons pas la théâtralité totale de la performance. Nous sommes donc dans l'expérience de la trace, ce qui fait qu'il y a une perte dans le rapport à l'œuvre allographique. C'est un peu la même chose pour la nuit de la poésie 70. On a tous évidemment vu ça plusieurs fois, dans des états plus ou moins seconds, j'imagine, pour la plupart d'entre nous. Mais la nuit de la poésie 70, c'est pas un film d'1h50. C'était un bordel complet. C'est Roger Desroches, qui n'est pas dans le film, qui se fait huer parce qu'il préfère le corps de la femme à un corps pays. Il y a beaucoup de choses qui ne font malheureusement pas le final cut de ces événements-là, mais nous en avons, nous comme trace, ce film. L'expérience que nous faisons n'est plus une expérience d'œuvre holographique, mais bien d'un film ayant capté des performances. Et le problème de la mémoire, il se pose là quand on cherche la véridicité ou la précision de l'expérience. Quelle expérience avons-nous de l'œuvre allographique et comment pouvons-nous en parler et bien soutenir cette mémoire? Je n'ai absolument aucune réponse à ça. Ce n'est pas mon domaine de recherche. Mais ce sont des questions de nature méthodologique qui sont très importantes en théâtre, très importantes dans l'histoire de la performance, mais peu présentes pour l'instant en littérature. Est-ce que la littérature peut se saisir de ça? Assurément, oui. Mais est-ce qu'on peut qualifier les performances holographiques d'œuvres littéraires? Ça, je laisse à vous. C'est vous qui avez le futur entre vos mains. C'est la partie que je délègue du futur. Je m'en garde une petite partie, vous inquiétez pas. Donc, pour revenir à... Et ça va être pour conclure, parce que je vois que le temps file. Pour critiquer le binarisme officiel versus underground, ça va être peut-être mon petit coup de gueule un peu politique. Je comprends parfaitement la volonté d'œuvrer hors système. Il y a une liberté derrière tout ça. On a l'impression que le carcan institutionnel est là pour nous mettre des contraintes dont on ne veut pas, est là pour protéger des joueurs déjà en place, est là pour conforter un système auquel on ne croit pas. Je dis vrai à tout ça. Pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un de très en colère. J'ai fait un bac ici à l'UQAM de 1998 à 2003. C'est un long bac. sur 2 millénaires. Et quand je suis sorti, en 2003, je me suis dit, plus jamais. Je préférais être en colère hors de l'institution qui récupérait les textes avec ses professeurs si bien payés qui parlaient de gens qui avaient crevé de faim toute leur vie. Ça me mettait en maudit. Jusqu'au jour où je me retrouve à discuter avec René Lapierre qui me dit « Non, mais je crois que tu as une posture très critique vis-à-vis de l'institution. » Je dis « Oui, en effet. J'avais fait une revue qui s'appelait Dialogis, qui n'était pas très bien pensée. Les intentions étaient claires. C'était baveux. C'était tout croche. C'était pas subventionné non plus, ni subventionnable. On reliait tout à la main, on faisait nos couvertures en sérigraphie. C'était cool. Lapierre était tombé là-dessus, je ne sais pas comment. Il me dit « Non, je crois que tu veux vraiment critiquer l'institution. » Je dis « Ben oui, mais il faut que tu le fasses de l'intérieur. » Et c'est là que j'ai un peu compris que mon rapport à l'institution avait été alimenté par un caractère binaire, que je n'étais pas justement dans une logique de continuité.
Les institutions ne seront jamais plus que la somme des individus qui la composent. Les institutions sont mobiles. Elles semblent lourdes, elles semblent immuables. Elles ne le sont pas. Les institutions peuvent et doivent changer. Il n'y avait pas de parapluie subventionnaire très fort en édition au Québec dans les années 60. Il y a des gains qui ont été réalisés progressivement au cours des années 70, 80. Il y a eu des pertes dans les années 90, des légers ajustements dans les années 0. Et le bordel complet dans les années 10, grâce aux conservateurs. Mais il y a eu des luttes qui ont été réalisées. On peut être pour, on peut être contre la manière de faire des gens qui ont mené ces luttes. Mais il y a eu des gains. Et moi, ce qui m'inquiète de voir des initiatives très bonnes, très saines, qui s'exercent hors système, c'est de donner un argument aux gens qui décident que peut-être que le système n'en a plus besoin. Moi, c'est une des inquiétudes que j'ai. On peut critiquer le système de l'intérieur. On est un peu moins libre, tout à fait. Mais est-ce qu'on a le luxe de se priver de certaines institutions qui sont en contact direct avec les nécessités du terrain? Je ne crois pas. Je crois que nous avons au Québec justement cette force du petit nombre. Nous avons cette force d'être en mesure de nous parler, de garder le dialogue intact. Et j'entends des oiseaux, c'est merveilleux. C'est comme une intervention divine. Mais quel divin, enfin. Bref, j'espère seulement qu'il n'y aura pas de pertes de moyens, des pertes vis-à-vis notre liberté de faire la littérature telle qu'on entend la faire, avec la plus grande liberté possible, de pouvoir la diffuser et de pouvoir en parler et qu'elle soit bien reçue. Et qu'on entretienne justement une mémoire. Qu'on n'oublie pas de lire celles et ceux qui nous ont précédés et qu'on n'oublie pas de lire aussi les actions des gens qui nous ont précédés dans l'ensemble du milieu qui permet cette littérature. Les postures binaires sont toujours séduisantes. On est dans un camp, on est dans l'autre, ça clarifie. Il y a eux, il y a nous. Malheureusement, ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait que tuer des pères qui ne demandent qu'à vivre. Il y a moyen d'avoir une continuité, il y a moyen d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, cohérent, englobant, sans que personne ne perde quoi que ce soit. Du moment qu'on accepte que le dialogue est le lieu de la multiplicité, que les points de vue seront multiples, que nous avons tout à fait le droit de nous engueuler, mais nous avons le devoir de toujours nous parler. Merci beaucoup.